Le 24 novembre 1965, minuit passé, Léopoldville, un général coupe les lignes téléphoniques de la capitale et réunit ses officiers sous prétexte de célébrer une victoire militaire. Et à l'aube, il fait lire à la radio un seul message. Le président est destitué. Le président en question, c'est l'homme qui lui a presque tout donné, les postes, les grades, les pays. Joseph Kasavubu avait fait de Mobutu ce qu'il était, et Mobutu venait de les lui rendre en une nuit. Ce que l'histoire officielle ne raconte jamais, c'est ce qui s'est passé entre ces deux hommes durant 5 ans qui ont précédé l'alliance, les pactes et la trahison, calculée étape par étape avec l'argent de la CIA. Voilà ce que les archives déclassifiées révèlent vraiment. 2 hommes, un seul trône. L'un est prêtre raté devenu président, discret philosophe, Bakongo jusqu'aux os. L'autre est sergent-major devenu général, journaliste, calculateur, formé par la CIA avant même l'indépendance. Pendant 5 ans, ils font semblant de gouverner ensemble. En réalité, ils se regardent comme 2 lions autour d'une même carapace. Et derrière eux, Washington, qui tire les ficelles, Bruxelles qui observe, et un peuple de 14 millions de personnes qui ne sait pas encore que son destin se joue dans les arrières salles de Léopoldville. À la fin de cette vidéo, tu comprendras comment une alliance s'est construite sur les cadavres de Lumumba et comment cette même alliance a été brisée quand Mobutu a décidé qu'il n'avait pas besoin de son mentor. La plupart des documentaires sur cette période parlent des Lumumba, des martyrs, les héros, l'assassinat, et c'est légitime. Mais il y a une histoire que personne ne raconte vraiment, celle des relations entre Kasavubu et Mobutu, 2 hommes qui se sont utilisés mutuellement, qui ont trahi ensemble et qui se sont trahis l'un l'autre. Ce qu'on va voir aujourd'hui vient des archives déclassifiées du département d'État américain des câbles, CIA rendu public, et des rares témoignages qui ont survécu des 60 ans de silence. On ne va pas te donner une leçon d'histoire, on va te raconter ce qui s'est vraiment passé. Origine. L'homme qui voulait être prêtre. Joseph Kasavubu ne devait pas faire de politique, il était destiné à la prêtrise. Né vers 1917 dans un village de Mayombe, au Bas-Congo, fils d'un père commerçant qui avait réussi par les travaux de ses mains, Kasavubu a brillé au séminaire latin, philosophie grecque, pensée de Rousseau. Il était le genre d'étudiant que les pères jésuites appelaient una promessa, une promesse. Sauf que les autorités du grand séminaire de Kabwe l'ont renvoyé, sans motif valable à ses yeux. Trop indépendant, ont-ils dit, trop critique. Bon. Cet homme-là, trop indépendant pour être prêtre, allait devenir le premier président du Congo. Et l'ironie, c'est que cette même indépendance d'esprit qu'on lui reprochait allait finir par les condamner. Parce que face à Mobutu, il était trop honnête pour survivre. Kasavubu est retourné à Léopoldville. Il est devenu comptable au service des finances coloniales, fonctionnaire modèle. Et puis en 1946, quelque chose se passe. Il prend la parole lors d'un rassemblement d'évolués congolais et sort un discours que personne n'attendait. Il parle du droit du premier occupant. Il cite Jean-Jacques Rousseau pour dire que le sol du Congo appartient aux Congolais, pas aux Belges. En 1947, dans le Congo belge devant des Belges, des autres membres de l'Assemblée se désolidarisent de lui immédiatement. L'administration coloniale est scandalisée. Kasavubu, lui, rentre chez lui avec les sourires. Il avait lancé une bombe et il le savait. L'enfant que la CIA a repéré à Bruxelles. Joseph Désiré Mobutu, lui, c'est une autre trajectoire. Né en 1930 à Lissala, dans le nord du Congo, père cuisinier pour un magistrat colonial mort quand Mobutu avait 8 ans, élevé par un oncle et un grand-père, enfance difficile, dure, formé par des règles strictes des écoles catholiques, plus tard par la discipline militaire de la force publique. À 20 ans, il s'enrôle dans l'armée coloniale. 7 ans de service, il monte jusqu'au grade de sergent-major. Le maximum qu'un Congolais pouvait atteindre sous les Belges. Puis il démissionne et devient journaliste, plume vive, esprit rapide. Il écrit dans l'Avenir, journal libéral de Léopoldville. Et là, un contact lui ouvre une porte. Il y rencontre Patrice Lumumba. Il rejoint son mouvement politique, les MNC. En 1960, Lumumba
l'emmène à Bruxelles pour les négociations d'indépendance. Mobutu n'est pas dans la délégation officielle, il est là en tant que secrétaire personnel de Lumumba, un type en arrière-plan. Et c'est là, à Bruxelles, à une réception de l'ambassade américaine, que quelque chose se passe. Un diplomate américain note après la soirée un nom revenait dans toutes les conversations de leurs interlocuteurs congolais. Ce nom n'était sur aucune liste officielle. Il n'était pas censé être là, c'était Mobutu. Cet homme-là avait été repéré par Larry Devlin, officier de la CIA, futur chef des stations à Léopoldville. Les recrutements avaient commencé avant même l'indépendance du pays. 30 juin 1960, les mariages forcés. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. La configuration politique qui émerge, c'est un trio instable. Kasavubu, président, Lumumba, premier ministre, Mobutu, chef d'état-major de l'armée. 3 hommes, 3 visions, 3 ambitions et un pays qui part en vrille dès les premiers jours. 6 jours après l'indépendance, 6 jours seulement, l'armée congolaise mitine. Les soldats réclament les meilleurs salaires, veulent remplacer leurs officiers belges, ça commence à Tisville et ça s'étend à tous les pays. Les Européens fuient, les Katanga fait sécession avec les soutiens de Bruxelles, le Sud Kasaï fait pareil. Lumumba appelle les Soviétiques, Kasavubu appelle l'ONU, Mobutu lui appelle Devlin. Et Devlin répond avec une mallette. Selon les documents déclassifiés du département d'État américain, lors de leur premier tête-à-tête, Devlin a remis à Mobutu $5 000 en liquide pour s'assurer la loyauté d'officiers clés. $5 000 en 1960, c'est l'équivalent de plus de 50 000 aujourd'hui en liquide dans une mallette. C'était les débuts d'une longue amitié. Montée et contradiction. Les premiers coups, les sacrifices de Lumumba. 5 septembre 1960, Kasavubu monte à la radio nationale et annonce « Patrice Lumumba est destitué ». Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba. Les sympathies communistes menacent les pays. Lumumba monte à son tour à la radio et répond « Kasavubu est destitué ». Ces manœuvres sabotent l'unité nationale. 2 chefs d'État de destitution dans la même soirée à la radio. Les Congo a 2 gouvernements en même temps. Le pays est paralysé. Et c'est là que Mobutu entre dans l'histoire pour la première fois. Le 14 septembre 1960, il annonce qu'il neutralise tous les politiciens. Coup d'État numéro 1. Il crée un collège des commissaires pour gérer les pays, des universitaires par des militaires. Et ensuite, il fait quelque chose d'inattendu. Il garde Kasavubu. Il pousse Lumumba dans les bras de la mort et il garde Kasavubu. Pourquoi? Les archives CIA déclassifiées répondent directement. Mobutu voulait aller plus loin, il voulait renvoyer Kasavubu aussi, prendre le pouvoir total. Mais Devlin l'en a dissuadé parce qu'en gardant Kasavubu, le président élu, les nouveaux gouvernements gardaient une façade de légitimité constitutionnelle. Sans Kasavubu, c'était juste une junte militaire. Avec lui, c'était une transition temporaire. Kasavubu ne savait probablement pas que c'était la CIA qui avait décidé de le maintenir en vie publiquement. Politiquement, ouais. Résultat, Lumumba se retrouve en résidence surveillée, cerné par les soldats de Mobutu d'un côté, par les casques bleus de l'ONU de l'autre. Piégé, le 17 janvier 1961, il est transféré au Katanga, il est exécuté le soir même par un peloton katangais avec la supervision d'officiers belges. Kasavubu et Mobutu sont liés désormais, liés par les sangs de Lumumba. C'est là que le vrai accord commence. L'édile de 1961, la partie que l'histoire ne documente pas. Février 1961, 2 mois après les premiers coups d'État, Mobutu rend le pouvoir à Kasavubu volontairement. Tu l'as entendu, un militaire qui vient de prendre le pouvoir par la force les rend à un civil. 2 mois plus tard, dans toute l'histoire des coups d'État africains, c'est quasiment unique. Et les historiens ne comprennent pas vraiment pourquoi. Les archives disponibles ne documentent pas cette conversation. On ne sait pas ce qui s'est dit. On ne sait pas ce qui a été négocié. Mais le résultat est visible. Kasavubu comme Mobutu, commandant en chef des forces armées du Congo, poste permanent, légitimé officiel. Mobutu a rendu les costumes de président et il a gardé l'armée. Réfléchis 2 secondes. Qui tient un pays
celui qui porte les titres ou celui qui contrôle les soldats. Kasavubu avait les titres, Mobutu avait les armes et la CIA avait les deux dans la poche. 5 ans d'alliance, 5 ans d'apartheid du pouvoir. De 1961 à 1965, le Congo est gouverné par une architecture bizarre. Un président sans armée, un général sans titre officiel de chef d'État et une troisième force invisible, les groupes Mbinza, qui prend les vraies décisions. Le groupe Mbinza, c'est ça le vrai gouvernement du Congo entre 1961 et 1965. Ce nom vient d'un quartier huppé de Léopoldville où vivent ses membres anciennement réservés aux Blancs, maintenant habité par une élite congolaise pro-occidentale. Mobutu est les chefs informels autour de lui. Kasavubu signe les décrets. Les groupes Mbinza décident ce qu'ils signent. C'est le modèle parfait de l'État néocolonial, les formes démocratiques à la surface, l'argent américain qui pilote en dessous. Et Mobutu, il réorganise l'armée, il fait nommer ses hommes à des postes clés, il fait surveiller les partis politiques, il achète les loyautés, il élimine les rivaux, tout en laissant Kasavubu être président. L'automne 1965, la rupture. Et puis arrive 1965. Tshombe est Premier ministre depuis juillet 1964. Il a vaincu la rébellion Simba avec les mercenaires blancs, des Belges et des Sud-Africains, des Rhodésiens. Il est efficace, il est puissant et Kasavubu commence à en avoir peur. En octobre 1965, Kasavubu renvoie Tshombe. Et là, Mobutu va voir Defline. Il lui dit qu'il envisage de renverser à la fois Kasavubu et Tshombe. Le 22 novembre 1965, 3 jours avant le coup d'État, Washington a répondu en augmentant les financements CIA pour les officiers de Mobutu et en lui donnant, ce sont des mots exacts des archives, carte blanche pour agir comme il en entend. 3 jours plus tard, dans la nuit du 24 au 25 novembre, Mobutu convoque ses officiers supérieurs pour prétexte de commémorer une victoire militaire. Il occupe les lignes téléphoniques, il fait lire la déclaration à la radio à l'autre. Kasavubu reçoit une lettre de destitution signée par Mobutu. Il accepte sans résistance, sans appel à l'armée, sans discours. Sa fille Rose lui avait téléphoné tôt les matins. Papa Mobutu vient de vous destituer. N'allez pas au bureau. Il n'y est pas allé. Pourquoi? Avait-il un accord secret garantissant sa sécurité? Était-il épuisé? Avait-il vu venir les coups depuis le mois et décidé de ne pas résister pour éviter un bain de sang? On ne sait pas. L'une des grandes questions non résolues de cette histoire. L'exil dans son propre pays. Après les coups d'État, Mobutu fait quelque chose de calculé. Il ne tue pas Kasavubu, il ne l'emprisonne pas dans une cellule visible, non. Il l'envoie dans un exil doré. Ou du moins, c'est que l'histoire officielle laisse entendre. Kasavubu est assigné à résidence dans une propriété à Boma, dans un Congo central natal, sur son propre sol, près de sa propre communauté. Mais l'assignation à résidence est une cage invisible. Ses mouvements sont contrôlés. Ses visiteurs filtrés, ses lignes de communication surveillées. Et quand Kasavubu tombe malade, gravement malade, il demande un visa pour aller se soigner à l'étranger. Le visa est refusé, c'est là que la question devient inconfortable. Est-ce que Mobutu a laissé mourir l'homme qu'il avait tout donné? Les sources congolaises sont claires. Kasavubu est mort le 24 mars 1969, des maladies et des manques de soins. Il avait 52 ans à peine. Il est mort avec une résidence surveillée dans un pays qu'il avait contribué à libérer, gouverné par un homme qu'il avait lui-même élevé au pouvoir. Après sa mort, sa famille a quitté le Congo, direction l'Algérie, puis la Suisse. Cette famille-là n'a jamais été formellement interviewée par des historiens indépendants sur ce qu'ils ont vécu. L'histoire de Kasavubu et Mobutu, c'est enfin l'histoire d'un continent tout entier, dont les dirigeants ont été choisis, financés, utilisés et jetés par des puissances extérieures, non pas parce que les Africains étaient incapables de se gouverner, mais parce que certains pays avaient décidé qu'ils n'en avaient pas les droits.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.